La transparence en entreprise. Qu'est-ce qu'on en entend parler ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Est-ce qu'elle peut véritablement renforcer la confiance en soi de ses équipes ? Est-ce que c'est un facteur de performance ? Est-ce que c'est un facteur d'engagement ? Pour moi, la transparence est un sujet crucial à une époque où les collaborateurs recherchent plus que jamais du sens dans leur travail et du coup dans leur entreprise. Ils recherchent de la considération, ils recherchent du dialogue. C'est pour en parler que je reçois Benoît Méronin. Bonjour. Bonjour. Benoît, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes DG de Chorus Consulting, vous êtes docteur en sciences économiques et vous êtes professeur à Grenoble École de Management. Donc vous travaillez particulièrement sur l'évolution des pratiques managériales à travers des concepts comme le management du care. On va en parler. Vous allez nous expliquer justement de quoi il s'agit. Et ce qui est intéressant avec toutes ces casquettes, c'est qu'au final, vous êtes consultant, vous êtes professeur et vous êtes manager. Merci d'être avec nous. Merci. Pour commencer, on va écouter nos auditeurs sur le sujet. Pour moi, la transparence, c'est simple, elle devrait être partout. C'est assez primordial pour le bien-être des employés, pour leur évolution de carrière, pour créer un environnement sain de travail. Là-dessus, je suis d'accord, il faut une transparence. Maintenant, il n'y a pas de honte à savoir combien votre entreprise, elle gagne. Au contraire. Au sein d'une entreprise, c'est une très bonne chose parce que les choses se savent très vite, souvent par le biais du bouche à oreille et souvent sont déformées. Donc pour couper court à la rumeur, je pense qu'il y a un besoin de transparence. S'il y a des choses à cacher, franchement, la confiance ne s'installe pas, etc., etc. Mais ça peut être aussi un inconvénient, on va dire, puisque les salariés peuvent être paniqués de trop de transparence, justement, d'avoir trop d'informations. Ça peut nuire, à mon sens, à leur bien-être, peut-être. Quand c'est surtout une grosse structure, il y a des choses qui deviennent limite politiques. Et là, il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire. Voilà. Par exemple, les salaires, les primes, ça peut créer des inégalités entre les salariés s'ils ne sont pas logés à la même enseigne. C'est vrai que oui, non, moi j'aime la transparence. Sur le principe que ce soit par rapport à ce qu'on gagne, par rapport à ce qu'on fait rentrer comme chiffre d'affaires dans une entreprise. Et ça, je trouve que ça bien parce que nous, en tant que salariés et même managers, on est très soucieux de savoir où va l'entreprise aussi, quelles orientations va-t-elle prendre, quels sont les choix et pourquoi. Et je pense que plus de transparence, c'est mieux qu'un environnement opaque un petit peu. Ce qu'on entend, Benoît, c'est que la transparence, évidemment, elle fait du bruit sur certains gros sujets, comme la transparence des salaires, par exemple, le salaire de son patron. Mais on n'a pas besoin d'être aussi radical. En quelques mots, s'il fallait définir la transparence en entreprise, qu'est-ce que vous diriez ? Moi, j'assisterai sur 3 points. Le premier, c'est qu'il y a une forme d'impensé, en fait, de la transparence aujourd'hui. On parle beaucoup et de plus en plus de management par la confiance, mais il y a une relation sur laquelle on reviendra qui est très forte, vous l'avez dit, entre la confiance et la transparence. Donc quand même, il y a une part d'impensé. Après, je pense qu'il y a une vraie posture, c'est-à-dire qu'au fond, finalement, il y a une espèce de, pour moi en tout cas, et pour un certain nombre de personnes qui réfléchissent au sujet, la volonté de justement d'aller contre les faux semblants autour de la transparence, de considérer que la transparence, c'est justement de ne pas infantiliser les collaborateurs. Dans un monde où, je continue de le penser très fortement, les modes de management infantilisent en fait nos collaborateurs. On s'adresse comme si on s'adressait à nos enfants en pensant qu'on va pouvoir leur masquer des choses, alors même qu'on sait très bien que les enfants voient très bien la distinction entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et donc la transparence pour eux, c'est quelque chose d'assez intuitif. Puis je terminerai par le lien avec le métier que je fais chez Chorus, c'est aussi paradoxalement cette volonté aujourd'hui, on le voit à travers la transformation des espaces de travail, des bureaux, de créer de la transparence. On met du vitrage partout, on crée des espaces ouverts et partagés. Et donc il y a une espèce d'idéologie de la transparence, alors même que d'un point de vue culturel et managérial, je suis pas certain qu'on soit au diapason en termes de transparence. Ah, c'est intéressant, ce serait une sorte de... j'allais faire le parallèle avec le greenwashing, mais un petit peu de la transparence washing. C'est qu'on dit on est dans des open space, on est honnête, ouvert, transparent, et puis au final, dans les faits, pas tant. Exactement, il y a une volonté de rendre tangible en fait cette espèce de symbolique de la transparence, alors même que en plus, si on creuse un petit peu, elle pose problème. C'est-à-dire qu'au fond, si vous êtes ma collaboratrice et que je vous reçois comme ça sur un plateau ouvert et partagé, si on commence à discuter et que le ton monte, on voit bien ce qui va se passer, on voit bien la gêne que ça va occasionner pour vous, pour moi et pour l'équipe autour. Donc en fait, ça a un impact très très fort sur nos comportements, à la fois du point de vue du manager et du point de vue du collaborateur. Et donc il faut toujours apporter beaucoup de nuances sur ce que j'appelle moi l'idéologie de la transparence, y compris dans cette volonté très forte aujourd'hui de la rendre, on va dire, concrète et tangible à travers les espaces de travail. Vous, votre sujet de prédilection, c'est le management par le care. Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, c'est une vraie référence, c'est une forme d'éthique qui est née aux États-Unis, qui est une éthique féministe, qui s'appelle l'éthique du care, donc qui est née il y a 40 ans en fait, sous la plume d'une psychologue nord-américaine qui s'appelle Carol Gilligan, qui a sorti d'ailleurs en français un très bon bouquin un peu testamentaire l'an passé, qui permet justement de revenir un petit peu sur le sujet. Et au fond, l'interrogation derrière, c'est une philosophie morale de la relation, c'est-à-dire au fond, ce qui nous fait en tant qu'être humain, c'est la rencontre, c'est la relation avec l'autre, et c'est comment on prend soin en fait les uns des autres. Alors évidemment, on pense tout de suite à on va dire à la maternité, à la relation ou à la paternité, à la relation entre les parents et les enfants. Mais plus globalement, c'est une philosophie morale de la relation. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de la transposer en fait dans le champ du management. Il y en a d'autres comme Michel Lusseau, par exemple, qui est un géographe, qui parle de géocare, donc qui transpose en fait cette forme d'éthique dans sa réflexion qui est celle d'un géographe. Moi, plus modestement, j'essaie de la transposer en fait dans le champ du management. Et donc, j'ai appelé ça le management par le care. Et c'est très concrètement comment cette forme d'éthique peut nous aider à repenser intellectuellement, mais aussi dans nos pratiques très quotidiennes, au fond, nos modes de management. C'est quoi ? Parce qu'en fait, vous disiez le management, on a tendance à infantiliser nos collaborateurs, mais alors le management par le care, est-ce que ce serait pas ça ? Alors ça fait vraiment le lien avec votre sujet, parce que pour moi, le management par le care, c'est vraiment s'efforcer de répondre à 5 grands besoins. Et le premier besoin, c'est celui que c'est comment on crée finalement dans l'équipe un climat de confiance. Et comme pour moi, il n'y a pas de confiance sans transparence, mais comme il n'y a pas non plus de transparence sans confiance, on voit bien effectivement le lien. Le deuxième besoin, vous l'avez abordé en introduction, c'est l'écoute, comment on travaille l'écoute effectivement et comment on développe aussi au fond la voix au chapitre, comment on permet à nos collaborateurs de s'exprimer en toute sécurité. Ensuite, il y a le pouvoir d'agir, cette notion d'empowerment qui est très forte aujourd'hui en management. Il y a le besoin de reconnaissance et 5e et dernier besoin, c'est le besoin de sens et cette quête de sens. Voilà, c'est 5 besoins. Et au fond, quand vous regardez aujourd'hui toutes les études, tous les ouvrages qui sortent en fait sur ces sujets-là, vous voyez que si vous vous efforcez de vous centrer sur ces 5 besoins-là, vous allez pouvoir travailler ou voire résoudre, on va dire 80 à 95% des problématiques que vous rencontrez en fait dans une organisation. Vous, dans votre expérience de consultant et de manager, est-ce que vous avez déjà été confronté à ça ? Est-ce que vous avez mis ça en place ? Déjà, vous l'avez dit, moi je suis manager, donc je parle sous j'ai envie de dire sous le contrôle de mon équipe, c'est-à-dire que je m'efforce évidemment de mettre en pratique ce sur quoi je te risque, ce que j'essaie de porter en fait en termes de messages. Alors c'est comme toute chose en fait, c'est un chemin de progrès, c'est-à-dire on est jamais totalement dans le care, on l'est d'ailleurs jamais totalement ni dans un couple ni en tant que parent vis-à-vis de nos enfants et réciproquement. On commet tous des maladresses, on a tous des moments de fatigue, je veux dire on est quand même profondément humain. Pour autant, c'est être guidé par une boussole qui est celle de l'attention à l'autre, qui est celle d'être aussi de l'attention à soi, qui est cette focale très forte qui est de se dire au fond comment je m'efforce de répondre à ces 5 besoins qui sont pour moi fondamentaux, comment moi-même je m'efforce de veiller aussi à ce que mon équipe, parce qu'il y a une notion de réciprocité qui est très, très importante dans l'éthique du care, comment je suis aussi quelque part vigilant à moi-même et comment je fais en sorte que mon équipe sache aussi m'apporter de la confiance, m'apporter de l'écoute, etc. Et ça c'est fondamental, cette logique de réciprocité qui me paraît aussi très fort dans la transparence. Oui, complètement. Sur la transparence, il y a une étude qui a été publiée en 2024, une étude de Ipsos Talk Spirit, qui dit que seuls 12% des collaborateurs trouvent que leur entreprise est complètement transparente. C'est un très mauvais chiffre. Je suis pas totalement surpris. Après, c'est vrai qu'on est aussi dans forcément on évolue dans un magma culturel et à la fois les réseaux sociaux, à la fois j'ai envie de dire une évolution dans les mœurs font qu'aujourd'hui on a le sentiment plus que parfois la réalité d'avoir accès à tout, il y a toutes les informations. C'est vrai que à travers l'IA, à travers les médias de façon générale, on accède beaucoup plus à l'information qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pour autant, est-ce que c'est une réalité ? Oui, en partie, et c'est en partie pas tout à fait une réalité. Mais pour autant, ça crée en fait l'assurance d'avoir accès à des choses. Et subitement, quand on passe les portes de l'entreprise, on a le sentiment d'arriver dans un monde qui est complètement opaque, ou en tout cas qui est beaucoup plus opaque que peut l'être le monde extérieur. Et ça crée en fait un gap. Et je pense que beaucoup de collaborateurs, notamment les plus jeunes, en sont extrêmement conscients. Je pense aussi qu'il y a un gap générationnel entre ma génération, moi je suis quinquas, et votre génération, où au fond, moi j'avais peut-être un rapport à l'information, à l'opacité, à la transparence, qui était dictée par la culture dans laquelle moi j'ai grandi. Je pense qu'aujourd'hui, tout ça, qu'on le veuille ou non, c'est un fait et qu'il faut s'adapter effectivement à cette demande. Moi, je pense qu'il y a une demande très forte de transparence et je pense que, je parlais tout à l'heure d'infantilisation, c'est aussi sortir d'un rapport collaborateur-manager qui, pour moi, reste encore, y compris en 2025, fortement marqué par cette infantilisation. Et pourquoi les jeunes actifs aujourd'hui ont ce besoin de transparence ?
Mais je pense que c'est comme ils ont besoin de confiance, on parle beaucoup de télétravail, on parle beaucoup de travail hybride, et au fond le ressort fondamental derrière, on est bien d'accord, c'est la confiance. Au fond, si j'ai besoin que tu sois là présent au bureau, c'est parce que j'ai un doute. Est-ce que réellement quand tu es à distance tu travailles? Bon, donc ce ressort de la confiance, il est fondamental. Or les plus jeunes aujourd'hui, dans leurs aspirations, veulent effectivement travailler en mode hybride, veulent ressentir une réelle confiance de la part de l'entreprise, veulent notamment aussi de l'autonomie, et donc tout ça en fait ça requiert de la confiance. Eux sont spontanément, je pense, plutôt en confiance vis-à-vis de l'employeur, ils démarrent ou ils sont au début de leur vie professionnelle, et je pense qu'assez vite ils ressentent quand même que il y a quelque chose qui relève pas totalement du climat de confiance, et je pense que ça les crispe, et encore une fois, comme ils ont grandi dans un bain culturel qui est différent des générations de celles de leurs managers, qui en règle générale sont quand même un peu plus âgés, je pense que ça crée de l'incompréhension de part et d'autre. Selon vous, à quel point un collaborateur doit être informé des décisions de l'entreprise, de ses difficultés, même de sa stratégie d'ailleurs? Alors il y a toujours effectivement une frontière qui est un petit peu délicate quand vous êtes manager, voire quand vous êtes dirigeant, puisque par définition vous accédez effectivement à des informations qui peuvent être confidentielles, qui peuvent être extrêmement sensibles. Parlons crûment de la revente d'une société, d'une fusion-acquisition ou d'un plan social, d'un PSE, d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Est-ce que une fois que vous avez cette information, vous devez la garder pour vous? En règle générale, oui. Pour autant, là, on est, j'ai envie de dire, dans un cas extrême. Dans la plupart du temps, et c'est là où il y a cette dialectique confiance-transparence, c'est si je prends acte en tant que manager du degré de confiance que je porte en toi, et si je partage avec toi une information que je suis censé garder pour moi, c'est bien parce que j'ai posé cet acte managérial qui est un acte de confiance. Si j'ai pas confiance, effectivement, je peux pas être dans la transparence. Et c'est là où cette dialectique, et au fond, pour moi, la frontière, elle est, je suis pas censé te le dire, mais je vais quand même te le dire parce que je te fais confiance. Et ça renforce encore une fois ce climat de confiance, parce qu'à travers cet acte de confiance, qui est pas un ressenti, c'est pas j'ai confiance, c'est je te fais confiance, et je le marque à travers un acte. C'est quelque chose de très fort, et je pense que la frontière, elle est là. Elle est dans ce degré de confiance et d'authenticité, qui est aussi, je pense, quelque chose qui est une très forte attente de nos collaborateurs. Oui, c'est intéressant parce que confiance, transparence, authenticité, bienveillance, ce sont aussi des mots qu'on estime aujourd'hui galvaudés. Oui, tout à fait. Je pense que la transparence, je disais tout à l'heure, c'est un impensé, c'est-à-dire c'est compliqué parce qu'on en parle très peu en fait en entreprise. Encore une fois, on va parler beaucoup de confiance, et on en parle de plus en plus, et tant mieux. Et donc, moi, j'étais vraiment ravi de votre invitation parce que je trouve que parler de confiance dans l'absolu, je sais pas trop comment en parler. Par contre, parler de confiance, ça veut dire qu'il faut poser des conditions en termes d'écoute réciproque, et il faut poser effectivement ce sujet effectivement de la transparence. Et par exemple, effectivement, très concrètement, de la transparence sur les chiffres. Et pour moi, quand on commence à tirer cette pelote-là, on tire aussi la pelote de la responsabilisation des gens. C'est-à-dire que quand vous leur donnez des informations, quand vous avez ce degré de transparence vis-à-vis d'eux, encore une fois, vous les traitez en adultes. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes, par exemple, économiques, vous en faites état. C'est aussi les mettre en responsabilité et se dire, au fond, c'est pas juste de recevoir passivement cette information, c'est comment collectivement on va se retrousser les manches pour être en capacité à notre niveau, dans l'organisation, de pouvoir relever en fait ces défis-là. Ouais, ça c'est hyper intéressant. C'est aussi responsabiliser le collaborateur. Exactement, ça forme un système, confiance, transparence, écoute, responsabilité. Enfin bref, tout ça fonctionne en système. Il y a quand même des informations qui sont difficiles à partager. Annoncer le départ d'un collaborateur, c'est pas facile. Non, c'est pas Déjà, facile. je pense que c'est pas une décision qui est facile à prendre. Exactement. pour l'employeur. Et puis la partager, ça doit être aussi difficile, d'autant que on craint forcément des conséquences négatives. Ça peut faire peur, peser une sorte de épée de Damoclès au-dessus d'un tel ou un tel. Enfin bon, voilà, j'imagine que ça peut avoir des conséquences. Comment est-ce que ces informations difficiles peuvent être transmises ? Ça, c'est une bonne question. Bon, d'abord, il y a un cadre légal. Faut jamais l'oublier dans l'exemple que vous évoquez. Donc, le droit du travail, en fait, il donne un cadre à partir du moment où on est dans un process qui peut être une rupture conventionnelle ou autre. On est tenu à une certaine confidentialité de part et d'autre. Une fois que on a levé effectivement ce problème-là, voire même on peut le questionner, mais c'est effectivement comment on communique à l'équipe. Et je pense que là, il faut être effectivement dans la transparence, c'est-à-dire donner le sens et dire pourquoi on a été conduit à prendre cette décision. Je pense qu'il faut être aussi dans l'éthique du care, c'est-à-dire chercher l'écoute et donc aller quêter le feedback de l'autre en s'assurant que d'une part, il a bien compris
quels sont les motifs et qu'on lui raconte pas effectivement des histoires. Et c'est là où on rejoint les accords Toltec, c'est-à-dire ce truc pour moi qui est fondamental, qui est ne pas faire de suppositions. Oui, il a compris. Oui, je pense qu'il a compris. Non, je dois m'assurer, y compris en le faisant reformuler s'il faut, qu'il a bien compris le sens en fait de sa décision. Puis aussi aller rechercher son ressenti, parce que vous l'avez dit, c'est une décision qui est pour un manager jamais agréable à prendre, mais forcément dans un collectif, quand on apprend en fait cette nouvelle-là, quelque part on parle d'un collègue. Et donc de tout simplement être à l'écoute et d'aller entendre et recevoir simplement en fait ce ressenti qui est naturel et juste normal. Voilà, c'est 3 éléments qui pour moi sont fondamentaux dans ce type de communication. Ce qui est intéressant dans tout ça, et vous, dans votre positionnement particulièrement, c'est qu'en fait vous êtes aussi manager, on l'a dit, donc ce genre de situation, j'imagine que vous l'avez déjà vécu. Cette position de manager, elle est très particulière parce qu'elle est prise en étau entre les supérieurs et leurs attentes, parfois peut-être un petit peu déconnectées du terrain, et puis les attentes aussi des collaborateurs, les attentes qui viennent d'en bas. Pour commencer, peut-être déjà sur le rôle du manager, quel est son rôle dans le partage d'informations ? Il a un rôle qui est fondamental, mais à la fois dans la circulation, c'est toujours pareil, c'est-à-dire effectivement, il est historiquement une courroie on va dire descendante d'informations. Il est aussi, et de plus en plus, heureusement, une courroie ascendante d'informations, c'est-à-dire il se fait le porte-parole de la voix des collaborateurs, et donc il est effectivement dans ce canal à double flux. Mais je pense que être transparent, c'est pas forcément livrer une information confidentielle, c'est dire oui, effectivement, il se passe des choses en ce moment. Je vous demande de me faire confiance. Je ne suis pas en capacité de vous en parler, donc c'est effectivement être transparent, c'est juste ne pas nier cette réalité-là. Je vous demande un petit peu de temps, mais je reviendrai vers vous quand je serai en capacité de le faire. Pour moi, la transparence, c'est pas forcément tout dire. C'est simplement pour un manager aussi admettre qu'on ne sait pas tout, qu'on ne peut pas tout dire, qu'on n'a pas forcément réponse à tout. C'est pas facile dans la culture managériale dans laquelle on a été biberonné. On a aussi érigé cette figure du manager un peu patriarcale, un peu paternaliste de je sais tout, j'ai réponse à tout, etc. C'est un peu compliqué d'en sortir, mais en tout cas, c'est pas d'évacuer le sujet en disant il y a pas de sujet, parce que les informations, et quoi qu'on en dise, il y a une espèce de biais de transparence, c'est-à-dire que, y compris sur le plan RH, y compris par exemple sur le plan des rémunérations, tout se sait ou à peu près dans une entreprise. Faut arrêter de se leurrer. Les gens se parlent, les informations circulent. Et donc forcément, quand il y a des sujets un peu touchy, il y a toujours radio moquette ou radio glissière, comme on dit dans le monde des autoroutiers, qui se met en branle. Donc effectivement, le manager, il est de plus en plus interpellé par rapport à ça. Et donc là, de 2 choses une, soit il est dans une confiance absolue vis-à-vis de son équipe et il peut peut-être révéler des choses en leur demandant effectivement de les garder pour eux. Et c'est là où je rejoins effectivement ce postulat très fort de confiance. Soit simplement ne pas nier, mais dire en l'état, je peux pas vous en parler. Je demande de me faire confiance. Normalement, la semaine prochaine, j'aurai le droit d'eux, où je serai en capacité de vous en parler et de vous écouter par rapport à ce sujet-là. Oui, d'écouter aussi. Confiance, écoute, il y a quelque chose qui revient aussi beaucoup sur le rôle du manager, c'est son rapport aux émotions. Ce manager qui doit être une oreille, une épaule parfois pour ses collaborateurs, il doit lui aussi être capable de partager une émotion. C'est en partageant une émotion qu'on crée une relation. Oui, c'est intéressant votre point, une oreille, mais c'est aussi un cœur, effectivement. Et je pense que, et c'est là où on est dans un domaine qui est particulièrement, je trouve, intéressant. C'est, je disais tout à l'heure, il y a une attente forte en termes d'authenticité. Donc être authentique, c'est peut-être ne pas oser masquer, effectivement, que on a dû prendre une décision désagréable et dans la manière de la vivre et de partager le fait qu'on la vive effectivement mal. Je pense que ça, c'est assez nouveau. On a plutôt éduqué on voyait le manager plutôt sous l'angle du cerveau que du cœur, en fait, et donc un peu rationaliste. Voilà, tac tac, telle décision a été prise, mais on balançait les choses. Je pense qu'aujourd'hui, on peut s'autoriser à être un petit peu différent. Je pense que nos jeunes collaborateurs en particulier attendent de nous qu'on soit dans un registre un peu différent. Après, la nuance, c'est toujours celle de la manipulation. C'est-à-dire, être authentique, ça veut pas dire être dans la manipulation. Ça veut dire être aligné avec ce qu'on vit et aligné avec ce qu'on ressent de la part du collaborateur et notamment être dans ce ressenti qui est très important et qui fait sens. Dans ce sens, il y a aussi ressenti, donc ce que je ressens et ce que tu ressens. Et là, il faut qu'il y ait un dialogue là-dessus. Pour autant, il faut pas instrumentaliser ni ses émotions ni celles des autres. Et on est toujours dans ce qu'une très grande sociologue qui s'appelle Harley Horschild appelle en fait le travail des émotions, le travail des sentiments. Et là aussi, il faut être honnête, y compris quand on est à la maison, avec son conjoint, sa conjointe, avec ses enfants. On fait en fait une part de travail émotionnel. On rentre du boulot, on a été très contrariés, les enfants arrivent, ils sont souriants, contents de vous retrouver.
vous retrouvez le sourire et vous masquez en fait les choses. Donc en fait, ce qu'on fait à titre tout à fait inconsciemment, à titre privé, faut savoir se reconnaître qu'on le fait aussi au travail. Et donc il y a une part des émotions parce que vous êtes fait engueuler par votre propre patron, vous avez envie de faire la tête, vous êtes en colère, vous n'allez pas reporter ça sur votre équipe. Donc vous allez faire un travail pour arriver, souffler un grand coup, puis avoir le sourire. Mais vous pouvez aussi vous autoriser à un autre moment, dire ce matin je vous ai vu, j'étais un peu contrarié, voilà ce qui s'est passé. Et je pense que tout simplement, cette transparence-là, je crois qu'elle facilite le dialogue. Je pense qu'elle permet aussi de se reconnaître dans le manager, c'est-à-dire de casser un petit peu la hiérarchie, qui est quand même un vrai sujet aujourd'hui, d'être dans cette horizontalité, en disant, au fond, Benoît ou Pierre-Paul Jacques, en fait, il est comme moi, quoi. Et en fait, il est bousculé par les mêmes sujets. Et je pense que ça renforce en fait la cohésion et la reconnaissance au sens de je me reconnais en toi, en fait. Il y a quand même des entreprises où on enlève ce métier de manager pour cette volonté d'horizontalité. Est-ce que le manager est un rouage essentiel dans la construction de la transparence et de la confiance d'une entreprise? Moi, je crois fondamentalement, non pas parce que je suis manager et prof dans une école de management, on pourrait dire il défend, c'est normal, il défend ça, son bout de gras, mais non, plus. Je pense que beaucoup d'expériences quand même ont aussi démontré, notamment, on en parle beaucoup moins des entreprises libérées. Oui. Les entreprises libérées voulaient recréer justement ce dialogue un peu direct entre le leadership, le leader et puis la base. Bon, on voit bien que ça fonctionne pas très bien ou dans des cas très particuliers et qu'au fond le manager et l'attachement que manifestent aujourd'hui les équipes, et ça toutes les enquêtes le disent bien, un management de proximité, même là où il peut y avoir de la défiance vis-à-vis, par exemple, du board, vis-à-vis des dirigeants, fondamentalement, et ça, toutes les enquêtes le démontrent, mois après mois, année après année, il y a un très fort attachement et il y a quand même une confiance qui reste encore très forte de la base vis-à-vis du management de proximité. Mais une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il y a de plus en plus, y compris sur la transparence, les émotions, tout ce dont on parle, une responsabilité de plus en plus forte qui repose, vous le disiez, dans cette figure de prise en étau sur les épaules du manager de proximité. Et c'est pour ça aussi que les études nous disent que, en tout cas en France, il y a de moins en moins de volontaires qui vont lever la main pour dire oui, je veux devenir manager. Ah, c'est vrai? C'est pas un travail qui c'est pas pleinement reconnu en France aujourd'hui, en fait, le travail de manager. On va plus reconnaître la technicité et l'expertise sur un sujet que réellement la qualité du travail qu'un manager va réaliser à un moment donné. Mais dans les comparaisons qui sont faites au niveau européen, c'est la France qui a les plus mauvais scores au fond, si demain vous avez l'opportunité de devenir manager, est-ce que vous souhaitez le devenir? Non. Pour autant, les gens le deviennent de force, parce que si vous voulez évoluer dans une organisation, c'est un peu un passage obligé exactement, aujourd'hui. passer par le management. Et c'est là où on a un vrai sujet. Et alors parce que c'est quoi qui fait peur, justement? Je pense que quand vous regardez aujourd'hui, vous êtes dans des injonctions de plus en plus fortes. D'un côté, vous devez faire de l'optimisation, de la rentabilité, de la performance, etc. De l'autre, on vous demande de travailler la marque employeur, de parler de bienveillance, moi je rajoute, de faire du care, prendre soin de vos équipes, faire de la QVCT, peu importe les termes, travailler l'expérience collaborateur. Comment je trouve le bon point d'équilibre entre tout ça? Et c'est là où effectivement la transparence aussi rentre en ligne de compte. C'est pas facile, quoi. Et donc effectivement, beaucoup de gens se disent au fond, est-ce que réellement ça en vaut la peine, quoi? Vous êtes consultant aussi. Dans toutes les entreprises que vous avez pu rencontrer, quels sont les principaux freins à la mise en place d'une transparence, d'une culture de la transparence? Je sais pas vous répondre directement parce que j'ai pas eu la chance de travailler véritablement de façon concrète sur le sujet de la transparence, mais sur les sujets par exemple que je traite aujourd'hui en termes de transformation des espaces, déploiement des nouvelles façons de travailler, on voit bien que les directions ont une vraie difficulté aujourd'hui à nommer en fait les choses. On va éluder sur l'aspect économique. Oui, on veut réduire les surfaces pour économiser en fait des mètres carrés qui coûtent cher. On va parler un petit peu du bureau décarboné, mais pas trop. Et pour autant, utiliser en fait des espaces de travail, c'est réduire en fait son empreinte immobilière. Donc, c'est consommer moins de CO2. Donc, en fait, il y a une vraie difficulté aujourd'hui, justement, à parler vrai, à dire les choses, en fait, aux équipes. Oui, il y a un enjeu RSE. Oui, il y a aussi un enjeu économique. On va pas se mentir. Mais on pense aussi que c'est l'occasion de décloisonner, peut-être de travailler sur la transparence, sur le plateau ouvert et partagé. Enfin, bref. Je crois qu'il y a cette vraie difficulté qui est omniprésente d'arriver à faire en sorte qu'une direction générale, appuyée par sa direction de la communication, exprime clairement ses intentions, les porte et les assume en lien avec le management.
Or, quand ça redescend dans les étages, les équipes ne sont pas dupes, les managers de proximité ne sont pas dupes, et c'est encore une fois à eux qu'on demande de faire le job d'accompagnement. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Il y a une entreprise dans le Nord qui s'appelle Clinitex qui a mis en place, c'est une entreprise libérée, et qui a mis en place le naturisme managérial. Cette idée que alors c'est très marrant, il fait des spectacles, j'ai oublié son nom, Pic de son nom de famille, j'ai oublié son prénom, bref, où il vient en peignoir. Et pour un peu donner cette idée de naturisme managérial, il se dit qu'à partir du moment où c'est caché, c'est fantasmé. Oui, et donc, très juste. Voilà, donc lui, il va très très loin dans son entreprise parce que tout le monde a accès au salaire du boss. Et puis d'ailleurs, chaque collaborateur peut négocier aussi peut proposer son augmentation, choisir son augmentation. Et puis c'est 5 salariés qui ont été élus qui vont dire si oui ou non ils méritent cette augmentation. Enfin, ils sont allés très loin, ils en sont conscients. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut faire bouger les lignes. Ça montre qu'il y a d'autres manières de faire. Et sur ce naturisme managérial, cette idée qu'au final, quand c'est caché, c'est fantasmé. Au final, ça, sans aller aussi loin, mais ça s'applique à toutes les entreprises. Complètement d'accord. C'est-à-dire que, en fait, quand, à l'époque, dans un espace cloisonné, non vitré, vous convoquiez entre guillemets un collaborateur et que pendant 20-40 minutes, il disparaissait, qu'il ressortait dans un état presque second, forcément la machine à fantasmer, elle se met en branle en fait. Donc effectivement, je pense que le monde d'avant, il avait ses qualités et ses défauts. Le monde de la transparence, il amène d'autres bénéfices et effectivement d'autres problématiques. Mais je pense que, en tout cas, je connaissais pas cette histoire, mais je trouve qu'elle est intéressante. Moi, j'aime bien le côté disruptif, c'est-à-dire il faut aujourd'hui faire réagir positivement, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait un management et une direction générale qui soient prêtes en fait à ouvrir la boîte de Pandore. Et souvent, les gens ont peur. Ils ont peur du chèque en blanc. Ils ont peur en posant le sujet, par exemple, de la confiance et de la transparence, ça amène en fait à des tas de trucs qu'ils vont pas pouvoir maîtriser. Oui. Et on est quand même rentré avec la crise sociale et économique dans laquelle on est. À nouveau dans un mouvement de balancier qui va quand même plutôt vers le contrôle, plutôt vers la volonté de maîtrise, et donc un peu moins vers, on va dire, le côté confiance et transparence. Mais ça paraît fou de se dire qu'en fait, la maîtrise, le contrôle signifie l'opacité. En partie parce que de fait, vous n'allez pas vous révéler totalement votre jeu, mais vous attendez à ce que vos équipes soient totalement en transparence, parce que si vous voulez faire du contrôle et maîtriser en fait l'ensemble des choses, faut vous y accéder à l'information, sans pour autant être dans cette réciprocité. Et c'est là où ça grince, parce que les gens sont, encore une fois, on est dans une dialectique, sont prêts à être ouverts et dans la transparence avec vous, s'ils sentent effectivement que vous l'êtes avec eux. Dès lors qu'ils sentent qu'il y a face à eux un mur d'opacité, et je pense que malheureusement cette opacité, elle va pas s'amoindrir dans les mois qui viennent, forcément ça crispe tout le monde. Donc je suis pas certain qu'on aille en 2025 dans un climat de confiance et de transparence particulièrement fort. C'est mon petit modeste pronostic. Ouais. Pas du tout rassurant tout ça. Il y a une autre étude, dans l'étude d'ailleurs que je vous donnais tout à l'heure, c'est la même étude qui dit que 44% des salariés français trouvent que partager l'information de manière transparente permet de booster la performance de l'entreprise. Alors, comment ça se fait ? Pourquoi ? Est-ce que la confiance peut avoir un effet bénéfique sur le business finalement ? Moi, je trouve ça intéressant. Encore une fois, tout se tient. C'est-à-dire que dans une entreprise aujourd'hui, on a un devoir qui est d'aider nos collaborateurs à être beaucoup plus conscients des réalités économiques. C'est rarement le cas, et c'est rarement le cas parce qu'on fait pas suffisamment de pédagogie par rapport à ça. Et faire de la pédagogie, ça veut dire livrer et communiquer des informations en leur donnant du sens, en les mettant en perspective. Donc ça veut dire être transparent. Donc là, on est dans une dialectique aussi, de ne pas faire de suppositions sur ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas. C'est d'être clair, c'est d'être cash. Il y a des enjeux économiques, même dans le secteur public aujourd'hui, il y a des coupes budgétaires, donc il y a des enjeux d'optimisation et de rationalisation qui sont très forts. Donc il faut les porter et les assumer. Il faut aussi les mettre en dialogue. Il faut aussi, je le crois, construire une démocratie dans l'entreprise où les gens sont partie prenante des choix. Plutôt que d'aller leur imposer des choses, et là ça va crisper, on va devoir faire de la conduite du changement, de l'accompagnement au changement, essayons de construire. Alors c'est un détour, c'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que d'ouvrir en fait un dialogue, ça prend du temps, mais moi j'ai toujours expérimenté le fait que ça faisait gagner énormément de temps par la suite, et donc in fine c'est beaucoup plus efficient. Mais je pense que ce dialogue autour de l'économique, il est souvent biaisé, faussé, mal assumé, on n'ose pas, alors même que nos collaborateurs, encore une fois, ils consultent des médias, ils s'informent, ils ont quand même conscience qu'ils baignent dans un monde avec une géopolitique aujourd'hui qui est quand même pas spécialement facile d'un point de vue économique. Donc
Complètement. Pour revenir du coup au rôle du manager là-dedans, on a dit, il a quand même pas mal de poids sur ses épaules. Et puis on a dit aussi, c'est pas forcément un métier que les gens ont envie de faire. Et du coup, de fait, certains le font certainement par défaut. Est-ce qu'il y a des managers? Ah oui, il y a des managers de managers. Effectivement, plus vous montez dans la hiérarchie, plus au fond vous ne managez que des managers. Est-ce que c'est plus simple? Je ne sais pas. Mais je pense que il y a un enjeu, sans parler d'entreprises libérées quand même. Beaucoup d'organisations essaient de diminuer effectivement les strates. Je pense que ça c'est fondamental. On a eu culturellement beaucoup trop de strates parce que les modèles managériaux sont aussi inspirés du modèle de l'armée et donc des grades, et dans certaines entreprises publiques on continue à parler de grades, et c'est vraiment une référence et inspiré en fait des grades militaires. Donc c'est quand même ça aussi, la culture des grandes organisations en France ou ailleurs. Donc aujourd'hui on est plutôt dans le fait d'écraser, on va dire, cette pyramide là. Pour autant je pense qu'être manager de manager, c'est quand même être manager, et donc on est confronté, on va dire, à peu près au même sujet que les autres, quoi. Oui, c'est vrai. Vous parliez, quand on parlait du management par le CARE, en fait vous avez regardé un petit peu ce qui se fait dans le monde. Est-ce que la culture d'entreprise, on fait des généralités évidemment, mais la culture d'entreprise française est plus ou moins transparente ou à apprendre justement d'autres cultures d'entreprise? Ouais, c'est compliqué, vous avez raison, parce que je pense qu'il n'y a pas une culture, il y a évidemment des cultures d'entreprise, le public, le privé, l'industrie, les services, enfin bref, et puis chaque entreprise est quand même porte son propre ADN, son histoire et ses valeurs, mais je pense que il y a globalement dans l'être humain une volonté de bien faire, et encore une fois, la plupart des parents, fort heureusement, sont, sans y avoir jamais pensé, dans l'éthique du CARE. Ils prennent soin de leurs enfants et attendent à un moment donné aussi que du retour par rapport à ça. Ce qui est compliqué, c'est de transposer ça dans le monde de l'entreprise. On n'est pas trop habitué quand même en France, même si ça fait quelques années, parce qu'on a parlé de QVT, aujourd'hui de QVCT, on parle de plus en plus de bienveillance. Donc, se dire au fond, prendre soin de nos équipes, prendre soin de soi, être attentif à soi, c'est quelque chose qui quand même, je trouve, quand moi je donne beaucoup de conférences, donc je vois bien quand même ça rencontre un réel écho, et il y a des cultures, notamment dans le service public, où ça fait écho, mais pas que dans le service public. Chez Leroy Merlin, vous êtes du Nord, chez Michelin, pour vous citer deux exemples, c'est quand même des choses où Maïf qui renvoie à un substrat culturel qui était déjà là. Il le nommait pas forcément comme ça, mais c'est présent. Ce qui est intéressant, je parlais de la Maïf, c'est que la Maïf est devenue entreprise à mission, et sa mission c'est l'attention sincère. Et l'attention sincère, c'est pas tomber du ciel. L'attention sincère, c'est aussi une référence à l'éthique du CARE, parce que prendre soin, le CARE, c'est ça, c'est l'attention à l'autre. Et c'est donc, vous voyez, on commence à avoir des organisations qui, stratégiquement, d'un point de vue de leurs intentions, se tournent et vont centrer en fait leur transformation autour de cette notion au sens large d'attention à l'autre. Donc ça, quand même, c'est un vrai mouvement de fond. Je pense que à Maïf, la Maïf, c'est arrivé par l'entreprise à mission. Donc je pense qu'il y a quand même des mouvements forts, et l'entreprise à mission fait partie, qui amènent en fait de façon assez forte cette transformation dans les organisations françaises. Pour autant, et je le maintiens, je pense que c'est pas si simple de se dire au fond en tant que manager, prendre soin, amener cette culture du CARE dans mon mode de management, ça peut encore bousculer, questionner un peu. J'imagine. On parlait du climat, quelque peu anxiogène aujourd'hui, encore plus en ce moment avec l'élection de Donald Trump, qui bouscule aussi un petit peu la façon de manager, même si on parle d'un État, mais oui. Dis donc, bon bref, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, mais c'est vrai qu'en tout cas c'est intéressant quand on voit les conséquences que ça a sur le marché français, parce que ça en a, même s'il vient d'arriver. J'ai le sentiment, moi, dans ce que je vois dans mon entourage, d'avoir des copains qui se tournent de plus en plus vers des entreprises familiales, des entreprises dans lesquelles ils se disent qu'ils peuvent avoir plus facilement confiance. Est-ce qu'il y a que moi qui vois ça, ou est-ce que c'est une réalité ? Non, c'est une réalité, vous avez raison. Les études qui sortent sur le sujet le montrent très bien. La défiance, ça va plutôt se situer vis-à-vis des très grandes entreprises, même si certaines ont la cote, heureusement. On parlait de Michelin, ça en fait partie, mais d'autres. Et puis, effectivement, les études montrent bien qu'il y a encore cette perception que l'ETI, la PMI, ça reste une entreprise à taille humaine. Moi, j'ai la chance d'évoluer dans une ETI, enfin même dans deux ETI, une école de management et puis le groupe Chorus. J'y suis pas par hasard, j'y suis parce qu'effectivement, il y a ces dimensions humaines, et il y a une relation directe en fait aux fondateurs et aux dirigeants qui est beaucoup plus simple. Et je pense qu'il y a une vraie vertu à ça, et je suis pas surpris de ce que vous dites. Je pense que les jeunes générations, et c'est tant mieux, ils sont attentifs, et ça va être un vrai challenge dans les années qui viennent pour les très grands groupes internationaux,
d'arriver à recréer une échelle, on va dire, maîtrisable à l'échelle de laquelle on peut construire quelque part ce climat familial de confiance, parce qu'effectivement, sinon, je pense, ça va être compliqué. Oui, et puis en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'on parle beaucoup des générations X, Y, Z, etc. Il y a un grand écart entre, vous le disiez, votre génération cinquantenaire et pas tant la mienne, mais même celle en dessous, génération Z. Il y a un écart qui est énorme. Aujourd'hui, ça se fait sentir dans les entreprises. Les jeunes actifs demandent plus de confiance, plus de transparence, plus d'engagement, RSE, etc. Mais dans les faits, demain, cette génération Z, elle va vieillir. Ça, ils n'ont pas le choix, ça va leur tomber dessus. Et être aussi, demain, chef d'entreprise, manager. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour éviter de reproduire les erreurs des anciens ? Ça, c'est super important. C'est toute la transformation de soi qu'amènent en fait ces sujets. C'est-à-dire que quand vous avez grandi comme moi dans un monde qui était moins celui-là, vous avez dû vous adapter parce que vous êtes effectivement confronté à des collaborateurs qui, pour la plupart, sont plus jeunes, voire beaucoup plus jeunes que vous, et donc effectivement qui se comportent un petit peu différemment. Donc de deux choses une, soit vous vous enfermez dans vos certitudes, mais ça va être, je crois, compliqué, soit vous vous remettez un petit peu en cause et vous vous questionnez, et vous arrivez effectivement, je pense, à faire ce travail-là. Donc moi, ce que je leur dirais, et ce que je dis à ma génération, et ce que je me suis dit à moi-même, c'est ne reproduis pas ce que tu as vécu. Parce qu'au fond, j'avais les mêmes aspirations en termes de transparence, en termes de confiance, donc ne reproduis pas des schémas qui toi ont pu te déplaire par le passé il y a 20 ou 30 ans. Même si toi tu les as pas vécus, fais en sorte de les vivre et pas simplement de les faire vivre, ça veut dire aussi les vivre et se mettre dans une posture de confiance, c'est quand même super intéressant. Et donc je dirais à ces jeunes-là, si même aujourd'hui vous êtes face à des managers, face à un mode de management dans votre organisation qui répond pas en fait à ces éléments-là, ne considérez pas que c'est lui qui a raison, qui est dans la performance. Restez fidèle à ce que sont vos convictions et surtout ne reproduisez pas des choses dont vous avez pu souffrir, parce qu'il est fort probable que demain, quand vous serez manager, vos collaborateurs en souffriront. Tout à fait. Dans ce que vous dites là, ça me fait aussi penser à quelque chose qui est, on parle beaucoup de managers et puis le leader aussi doivent influer de la confiance, de la transparence dans leur entreprise, du care, etc. On est dans une logique très verticale, cette idée que ça doit venir de ceux qui dirigent, ceux qui ont le pouvoir. À l'inverse de ça, est-ce que y a pas peut-être parfois trop d'attentes côté collaborateur? On le voit, les jeunes actifs, ils disent moi je veux bien séparer vie privée, vie perso. Là-dedans, voilà, est-ce que parfois on n'attend pas trop aussi du collaborateur que lui, il soit transparent, qui donne beaucoup à son entreprise alors qu'il n'a pas forcément envie de le faire? Oui, vous avez raison. En même temps, ce qui est toujours intéressant et complexe dans ce que nous disent les études sur le sujet, c'est que les plus jeunes restent et sont fortement engagés. Il n'y a pas une crise de l'engagement en fait dans l'entreprise. Dès lors que, j'insiste, l'organisation, d'un point de vue culturel et d'un point de vue managérial, c'est effectivement apporter des éléments de réponse, notamment sur ce que vous évoquiez, la confiance, la responsabilisation, etc. Il y a une vraie demande en termes d'autonomie, notamment sur le lieu et le temps de travail. Sans quoi on ne parlerait pas du télétravail comme d'un vrai sujet aujourd'hui. Donc, toutes ces aspirations-là, elles sont présentes et il faut trouver le bon point d'équilibre entre les aspirations du collaborateur et les attentes de l'entreprise. Pour autant, moi, je pense que nos plus jeunes collaborateurs, ils ont effectivement une vision assez juste de la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ils sont dans cette quête d'équilibre, mais qui était déjà une attente très forte des générations précédentes, mais qu'on avait beaucoup plus de mal à faire accepter en entreprise. Or, aujourd'hui, dire « Désolé, il est 17h30, moi je vais devoir partir parce que j'ai mon entraînement » ou parce que je vais dans mon association faire du mécénat de compétences, ou tout simplement je vais chercher les enfants à la crèche, c'est des choses qui, fort heureusement, deviennent de plus en plus normales. Là où il y a 10, 15, 20 ans, il était hors de question qu'il y ait une réunion pour un motif personnel en dehors de quelque chose de très grave. Pour autant, je dis pas qu'on est subitement arrivé dans le monde de oui où c'est facile de faire ça, ça l'est pas, et ça l'est surtout pas pour un manager. C'est pour ça que je dis souvent, je sais pas si c'est une manière de vous répondre, mais que quelque part l'exemplarité managériale aujourd'hui, c'est dire écoutez les cocos, je suis désolé, mais il est 17h30, là on va arrêter cette réunion, cette Teams, parce que moi je dois aller chercher ma fille à l'école. Je pense que quand on en sera là, collectivement, et pas que les femmes,
mais aussi les hommes, parce que la question du genre, elle est fondamentale. Quand des hommes diront ça en réunion, je me dis là, et si on vit ça en tant que collaborateur, on se dit, waouh, cette entreprise, elle a quand même une culture qui révèle des choses importantes. Et ça ne veut pas dire qu'une réunion qui dure jusqu'à 18h30, c'est une bonne réunion. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi qu'on apprenne collectivement à mieux gérer le temps et à travailler mieux. Et le vrai sujet, il est plus là-dessus que sur la durée, la présence et le machin. Oui, c'est vrai. On arrive à la fin de ce podcast et moi, j'ai une dernière question qui est plus personnel, je dirais peut-être plus un pas de côté par rapport à notre conversation. Donc on parle beaucoup de l'entreprise. Et justement, moi je me demande si penser ces rapports-là dans l'entreprise, si penser le care, la confiance, la transparence, comment ces trois-là se nourrissent les uns des autres, est-ce que toutes ces réflexions-là vous a enrichi, vous, dans votre quotidien, en tant que consultant, en tant que manager, en tant que professeur, mais aussi en tant que citoyen, papa, frère, j'en sais rien. Ouais, c'est une question qui est très juste. J'ai commis un papier il y a quelques temps, que j'ai dû publier, je crois, sur Forbes, sur le parallèle qu'on peut faire entre la parentalité et le management. Alors, sur un truc à prendre avec des pincettes, parce que, je vous le disais, je suis très agacé par quand même une culture managériale en France qui reste dans un rapport, on va dire papa, maman, enfin bref, papa, maman, les enfants. Donc, faut pas infantiliser nos collaborateurs, faut pas non plus se complaire dans une posture paternelle, paternaliste ou maternelle. Moi, j'entends des fois des managers femmes me parler de leur piou-piou, ça me fait un peu, voilà. Mais pour autant, il y a plein de parallèles. Et effectivement, je pense que quand vous entrez dans cette réflexion autour de l'éthique du care, c'est quelque chose qui je crois, vous fait grandir en tant que personne au sens large. Donc oui, ça vous fait grandir j'espère, en tant que papa, en tant que conjoint et effectivement en tant que manager. Et c'est là où on parlait de la porosité tout à l'heure entre les sphères personnelles et professionnelles. Malgré tout, il y a tout ça circule, c'est des flux. Et au fond, je pense que si on est un peu honnête avec soi et si on regarde au fond ce qui se passe à la maison et versus ce qui se passe en entreprise, en fait, il y a plein de passerelles. Encore une fois, il faut les traiter avec nuance, avec recul. Pas faire des trucs un peu lourdingues, mais malgré tout, il y a plein de parallèles à faire qui sont hyper intéressants. S'il y a une leçon, je pense aussi à retenir de tout ce qu'on vient de se dire là, c'est ce besoin de recul, c'est aussi parfois lever la tête. On a tendance à être tellement pris dans nos quotidiens, puis tout va vite, quoi. Encore plus quand on est parent, où en effet, il faut aller chercher les enfants à l'école, les conduites, etc. On n'a pas le temps de souffler, de lever la tête. Et c'est vrai que, comme vous le dites là, et je pense que ce sera aussi très bon pour l'entreprise derrière, c'est important que chaque collaborateur, parfois, ait aussi cette possibilité de pas être la tête dans le guidon, de souffler, de regarder ce qui se passe autour de soi, quoi. Ouais, mais peut-être terminer sur une note concrète. J'ai échangé hier avec une personne de mon équipe. On rentrait en fait dans sa vie personnelle. Et à partir d'un certain moment, ça pose quand même des questions vis-à-vis de son travail. Et moi, je lui ai dit, et j'ai une posture qui est toujours très nette là-dessus, mais au fond, si toi, t'es mieux dans tes pompes, en tant que papa, en tant que personne, forcément, tu seras mieux dans tes pompes en tant que collaborateur. Et moi, j'ai besoin de ça. Et donc, si on veut revenir sur ce que vous disiez, l'engagement, la performance, etc., je pense que si on n'a pas le souci de prendre soin de nos équipes, y compris quand elles y sont prêtes, parce qu'il ne s'agit pas d'être intrusif, mais si elles ouvrent ce dialogue sur des problématiques personnelles, à un moment donné, c'est de voir comment on peut les accompagner et se dire, faire toujours ce pari qui est pour moi gagnant. Si tu es bien en tant que personne, tu es bien en tant que papa, en fait, tu seras bien en tant que collaborateur. Le contraire, j'en suis sûr, c'est pas la bonne solution. Merci beaucoup. Merci. À vous. Ce que je retiens de notre échange, c'est à quel point le management par le care, lorsqu'il est associé à de la transparence, devient un puissant levier pour construire une confiance durable au sein des entreprises et au sein de ses équipes, mais aussi dans nos quotidiens. C'est ce dont on est en train de parler, même si c'est vrai que parler de nos émotions, c'est toujours un petit peu difficile. On en a d'ailleurs parlé dans un épisode précédent. Cette confiance, associée à cette transparence, c'est la clé pour favoriser l'engagement, la collaboration et in fine la performance de notre entreprise. Merci d'avoir écouté ce podcast et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.